Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais vous parler de quelque chose. Je voudrais vous parler d'une tranche d'histoire qui est souvent occultée dans les livres scolaires et qui pourtant joue un rôle crucial dans la compréhension du peuple d'Israël et aussi de la relation entre Israël et les États-Unis euh, aujourd'hui. Bon, je ne crois pas que j'aurai l'occasion de faire des parallèles entre le président Truman et le président Trump, bien que les trois premières lettres soient similaires. Mais je voudrais vous dire que j'ai choisi ce sujet lorsque j'ai été gentiment invitée par Micha et les autres membres de cette équipe, formidable d'ailleurs, parce que je voulais vous montrer que cette tranche d'histoire qui paraît un peu compliquée est en fait capable d'éclairer des questions tout à fait contemporaines et aussi peut nous aider à mettre des mots sur nos émotions depuis le 7 septembre et même avant, le 7 octobre et même avant. Alors, la question que je voudrais poser, la première question, c'est quand apparaît le lien entre la question internationale des personnes déplacées et celui de la Palestine. Je devrais rappeler pour ceux qui n'ont pas lu le titre de ma conférence, c'est que je vais essayer de porter mon attention sur cet entre-deux, entre exil et revendication, les personnes déplacées et le foyer national juif, entre 45 et 48. Donc, quand apparaît ce lien? Pour répondre à cette question, il faut savoir qui sont les personnes déplacées. Alors, c'était très difficile pour l'armée qui devait s'en occuper de définir qui étaient des personnes déplacées, parce que ces deux lettres, qui sont un peu infamantes et mais pudiques, ces deux lettres s'appliquent à la fois à 1 million de personnes déplacées par le Troisième Reich qui étaient opposées à leur rapatriement pour des raisons diverses, essentiellement ne pas être sous la coupe de pays nouvellement communistes. Mais pour les Juifs, qui dans ce million représentaient 20%, c'est-à-dire environ entre 200 000 et 250 000, le problème était différent. Et c'est parce que la communauté juive américaine, qui se sentait aussi un petit peu coupable de ne pas avoir assez aidé ses coreligionnaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, vu que l'Amérique fermait ses portes, et aussi parce qu'il y avait un antisémitisme très fort. Dans les années 30, 40, je vous rappelle qu'il y avait certains parcs où il était écrit interdit aux Juifs, idem dans les hôtels. Donc, en fait, les Américains juifs se sentaient vulnérables en quelque sorte. Mais là, ils ont mis le paquet. Vraiment, la plupart des organisations juives ont essayé d'aider ces personnes déplacées d'Europe qui étaient encore dans des camps après la libération. C'est-à-dire qu'en somme, ils étaient libérés par les armées alliées, mais pas libres. Alors, lorsque les organisations juives américaines ont convaincu le président Truman, qui succédait à Roosevelt, d'enquêter sur les camps de personnes déplacées où les Juifs étaient encore maltraités, le président Truman a accepté. Il a envoyé une personne qui était en fait le doyen de l'université de droit de Pennsylvanie. Et cette personne-là a été accompagnée par des membres du Joint, de l'American Jewish Distribution Committee, et a visité ces camps. Alors, ces camps pouvaient être Dachau, ça pouvait être d'anciens camps de concentration qui ont été transformés. Ça pouvait être comme Bergen-Belsen, qui est devenu en fait Belsen, mais c'était 1,5 km à côté
plus loin que le camp de Belsen lui-même qui avait été brûlé. On a une énorme disparité dans ces camps, mais ce que le rapport révèle et qui a été parfaitement avalisé par Truman, qui l'a trouvé convaincant, c'est 4 choses. Les Juifs, sont une catégorie à part. Très difficile à avaler ça, surtout pour le président Eisenhower, parce que lui, le général Eisenhower, qui deviendra plus tard président, le général Eisenhower, qui était le chef des armées alliées, le CHAF, lorsqu'il a lu ce fameux rapport qui s'appelait le rapport Harrison, j'ai eu entre mes mains aux archives Truman dans le Missouri, sa réaction. Il a dit, mais OK, vous nous reprochez qu'on traite mal ces réfugiés juifs, mais on ne veut pas faire des camps à part pour les juifs parce qu'on ne veut pas reconduire la discrimination que les nazis ont élaborée. Finalement, il va se rendre à l'évidence parce que le président Truman, ému par le sort des personnes déplacées juives, va le convaincre. Alors, la deuxième chose que ce rapport demande, c'est que le public américain soit sensibilisé à la tragédie des personnes déplacées juives, qui étaient donc pour la plupart des survivants de la Shoah. Mais ça n'était pas, il faut le savoir, le groupe des personnes déplacées n'était pas un groupe clos, parce que ceux qui retournaient dans les pays de l'Est, comme par exemple en Pologne, où il y a eu le fameux, l'affreux pogrom de Kielce le 4 juillet 1946, ont tué encore les Juifs pour le simple fait d'être revenus et de demander leur maison ou autre chose. Et donc, ces Juifs-là ont essayé de retourner dans la zone américaine d'occupation pour pouvoir acquérir le statut, parce que c'était un statut de DP. Et grâce à ce statut, ils étaient aidés par l'agence de secours des Nations Unies qui s'appelait l'UNRWA. Mais notez que ceux qui revenaient étaient labellisés en quelque sorte des infiltrés. C'est-à-dire qu'après avoir été des numéros, après avoir été du bétail, ils étaient considérés comme l'armée qui avait la charge de s'occuper d'eux et de les rapatrier, comme des infiltrés. C'était terriblement humiliant quand on était un infiltré, c'est-à-dire qu'on voulait revenir, puisqu'on avait vu qu'on n'avait plus chez soi en Pologne ou dans les pays d'Europe de l'Est. On avait des rations caloriques, les Juifs avaient des rations caloriques inférieures pour les punir en quelque sorte de ne pas être restés chez eux, qui n'étaient plus ceux chez eux. Alors, l'autre chose, et c'est le troisième point de ce rapport, c'est que ce rapport va encourager les membres du Congrès américain à libéraliser l'immigration aux États-Unis, ce qui est très, très, très étonnant, et il faut vraiment oser de l'écrire, parce que en 1945, comme le disait Elie Wiesel, l'Amérique ne veut pas des Juifs. Bon, j'ai publié un livre il y a longtemps qui s'appelait « Ces Juifs dont l'Amérique ne voulait pas ». Et c'est ce que montre, et en fait, au Congrès, les débats ont été très, très longs. En fait, la loi de 1924 était toujours là pour limiter l'immigration. Bon, je n'entrerai pas dans les trois lois qui ont été, parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais il y a 3 lois qui ont permis aux Juifs petit à petit d'entrer au compte-gouttes. Et l'enjeu de ceci, c'est qu'en somme, parce que l'Amérique a fermé ses portes ou entrouvert ses portes, l'État d'Israël s'est créé plus vite. Et certains, comme le grand historien Yehuda Bauer,
pense que si l'Amérique avait ouvert ses portes plus tôt, au lieu de 3/4 qui ont immigré en Israël et un quart aux États-Unis, non, oui, et aux États-Unis, ce serait finalement, ce chiffre serait absolument renversé. Alors maintenant, j'en arrive au deuxième point. Comment ces survivants ont-ils trouvé la force en somme, de transformer leur détresse en énergie constructive? On en a parlé tout à l'heure. Comment ont-ils fait de leur douleur une force? Alors, premièrement, on a parlé de cette idée de Klal Israël. Ils étaient ensemble. Ils n'étaient plus dans ces camps de personnes déplacées où il y avait aussi certains anciens sympathisants nazis, certains Polonais qui les narguaient, des Allemands derrière les barbelés qui continuaient à les humilier. Ils étaient ensemble. Alors, par quoi ont-ils commencé? Premièrement, ils ont créé des institutions démocratiques. La première chose qu'ils ont faite, faire témoigner, renouer le lien entre l'Europe et ce rêve de se reconstruire dans un foyer, dans le foyer national juif. Donc, dans la plupart des camps, le sionisme est devenu progressivement quelque chose qui se voyait à tous les niveaux. Par exemple, l'instruction des enfants était en hébreu. Les adultes aussi recevaient des cours d'hébreu, mais surtout l'hébreu était présenté. Là, j'ajoute un petit quelque chose à cette magnifique conférence de mon collègue. L'hébreu était une sorte de dissociation par rapport à la langue européenne et donc permettait la régénérescence de l'être. Alors, on voyait sur les murs des camps de personnes déplacées, par exemple, Baderer. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont créé énormément de journaux. Certains journaux étaient en yiddish et d'autres en hébreu. Et ceux en yiddish étaient très intéressants parce qu'ils avaient des titres du style Notre voix. En quelque sorte, ils reprenaient une voix qu'on leur avait enlevée. Ils parlaient, ils commençaient à transmettre. Et d'autres structures ont vu le jour, mais très très vite, en 1945, le comité des Juifs libérés de Bavière qui coopère avec l'organisation sioniste unie. Alors bien sûr, tout le monde n'était pas sioniste, mais cet engouement était synonyme de régénérescence. Et il était partagé même par ceux qui avaient encore l'espoir d'avoir un visa pour les États-Unis parce qu'ils avaient un sponsor là-bas, parce qu'il fallait avoir un sponsor. Mais j'ai aussi interviewé une des personnes qui, elle, avait un visa et lorsqu'elle a vu la création de l'État d'Israël, elle l'a déchiré. Ce qui montre que cet engouement, il imprégnait les camps de personnes déplacées, notamment Feldafing en Allemagne, Belsen, on l'appelait, Belsen et beaucoup d'autres, hein, parce qu'il y avait plus d'une centaine de camps en Allemagne, en Autriche et quelques-uns en Italie. Alors, l'autre élément qui a permis cette régénérescence, c'est le rituel, renouer avec le rituel juif. Tout le monde n'était pas religieux. Beaucoup l'étaient, mais pas tout le monde. Et donc, mais renouer avec un rituel, c'est comme renouer avec un chez-soi, réel ou imaginaire. Et d'accord. Et donc, Pessah a été Pessah le Passover, a été extrêmement cathartique. D'autant plus que Dov Scheinson, qui est un rescapé de la Shoah, a fait un supplément à la Haggadah pour montrer que la véritable libération, après ce qui s'était passé, ça ne pouvait être qu'en terre d'Israël. Et le dernier élément, c'est les kibbutzim.
Alors, il y avait ce qu'on appelle, je vais bientôt terminer, les kibbutzei Arshara. Arshara, vous le savez, c'est un training, c'est une formation. Et donc, il y a eu des formations agricoles sur le sol allemand. Et le premier kibbutz Arshara était le kibbutz Buchenwald. Et je vous assure que ça fait un drôle d'effet lorsque vous voyez Buchenwald, le kibbutz, écrit en hébreu. Et ce kibbutz, en fait, s'est transformé en, parce clandestinement, ils sont passés, ces membres-là, 16 jeunes juifs, grâce à la Brecha, ce mouvement qui a permis un passage des juifs. Brecha veut dire fuite, mais aussi, donc, alors c'est Bricha, c'est un passage et donc c'est le passage vers Israël. Vers Eretz Israël, qui a été facilité par les aumôniers militaires américains et les membres de la brigade juive qui ont transformé le sigle infamant de l'étoile juive aux yeux des rescapés en signe de bravoure, puisqu'ils ont combattu dans l'armée anglaise et à peu près 700 sont morts. Mais si vous voulez, ça leur a enlevé cette idée de victime, cette idée de peur. Et là, vraiment pour conclure, je dirais que la Bricha, ce mouvement clandestin d'évasion, initié par les survivants eux-mêmes, qui s'appelait She'erit Apleta, ce qu'il reste des survivants, a montré comme une réactivation historique de cette vocation hébraïque qui fait du déplacement et du passage un aspect existentiel propre à la Renaissance. Et ce n'est pas un hasard que l'hébreu, c'est l'ivri, c'est celui qui passe, c'est celui qui laisse qui passe mais qui laisse des traces. Je crois que je vais être obligée de m'arrêter là. Et peut-être une toute petite chose, les 100 droits dont Hannah Arendt a parlé, c'est des personnes déplacées dont elle s'inspirait. Et ces 100 droits, Hannah Arendt disait, finalement, Israël, ça a été une solution à l'antisémitisme, même si, comme vous le savez, elle a été extrêmement critique d'Israël.